Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Les premiers mois sont toujours critiques lors d'une prise de poste en tant que CMO responsable marketing. Entre la nécessité de découvrir l'entreprise, de comprendre son marché, de faire ses preuves, on peut vite se sentir un peu perdu. Justement, pour parler de ce sujet, je suis avec Tiffaine Danokwan, qui est CMO chez Amplitude et qui vient de traverser cette période et qui va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Bonjour Tiffaine. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que c'était une expérience qui est super riche, que j'ai trouvée super intéressante, donc je suis ravi de pouvoir parler de ce sujet-là avec toi. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie aussi. Avec plaisir, encore une fois. Est-ce que tu peux te présenter du coup en quelques mots, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Absolument. Alors, je suis originaire de Sud-Bretagne, dans la région guérandaise, c'est là que je suis née. Et j'ai fait mes études en France. J'ai travaillé très peu de temps à Paris, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et je suis partie vivre à l'étranger, je dirais au tout début quasiment de ma vie professionnelle. J'ai passé 20 ans, en fait, à voyager, heu, je dirais dans le monde. Donc j'ai fait Canada, Australie, Singapour et j'ai atterri aux États-Unis en 2011 dans la baie de San Francisco et j'y suis toujours. Voilà. OK, un parcours, super riche au niveau mondial, mais en plus aussi au niveau, j'allais dire des entreprises un petit peu dans lesquelles tu as bossé, parce que j'ai vu que tu étais passé chez SAP qui est bon, un groupe qu'on ne présente plus, mais du coup, aujourd'hui plutôt côté start-up aussi, hein. Oui, je suis tombée dans la tech, pendant mes années de stage, en école de commerce et j'en suis jamais sortie. J'ai adoré. Ma première expérience était à MicroStratégie à Paris, avenue Kléber. Ça a changé ma vie, professionnelle mais aussi personnelle, évidemment. Et j'ai toujours, navigué dans ce monde-là. Donc j'ai commencé dans la BI, Business Intelligence. Mmh. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi, un peu plus, même 3 ans à Cognos. Donc MicroStratégie, je suis passée à Cognos. Ensuite, j'ai bougé chez Business Objects, boîte française très connue, Mmh. quand j'étais en Australie. BO s'est fait racheter par SAP et donc voilà. Après j'ai continué ma route avec SAP qui était une entreprise formidable. J'ai passé 13 ans chez eux. J'ai commencé ma carrière chez eux donc en Australie, Singapour, États-Unis et j'ai eu la chance de pouvoir travailler aussi dans l'acquisition qu'ils avaient faite qui s'appelait Ariba, qui est Ouais. une plateforme de gestion des achats, donc procurement. Et ensuite, j'ai complètement changé je dirais d'angle. Je suis partie, chez Dropbox. L'idée, c'était vraiment de diversifier un petit peu, l'expérience, d'avoir aussi un choc de culture, Ouais. ce qui était vraiment un choc de culture pour moi, mais qui était très bien et d'avoir aussi une expérience à travailler dans le B2B et le B2C en même temps. Donc ça a ses propres challenges. C'est là aussi que j'ai découvert le PLG et je sais qu'on va en parler aujourd'hui. Ça a été transformationnel pour moi Mmh. de comprendre, cette route de marché qui est en plein essor en ce moment. Donc ça, c'était super. Et ensuite, j'ai travaillé pour Colibra. Colibra qui est une boîte belge,
Donc là, je suis retournée, je dirais dans les sources européennes. C'était très, très bien. C'était aussi une société donc, ce qu'on appelle pre-IPO qui était privée Mmh. avec l'ambition de passer public et puis là, malheureusement Covid, est passé par là et c'était un petit peu difficile et plus récemment l'année dernière, on m'a débauchée en fait. Ouais. La société Amplitude est venue me chercher en me disant: «Tiffaine, ce que tu as fait à Colibra, on a besoin de la même chose» et donc on est là, Axel, pour parler de cette expérience et je suis ravie de pouvoir, partager, cette expérience avec toi et ton audience. Carrément. Bah, justement, rentrons dans le vif du sujet. Donc tu as dit, tu es arrivé il y a quelques mois chez Amplitude. Est-ce que tu peux brosser rapidement le contexte et les enjeux de ton recrutement? Absolument. Alors, tout d'abord, Amplitude, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Quelle est cette société? Alors pour les personnes qui travaillent dans le monde des produits, Amplitude est vraiment, bien connue. C'est une plateforme d'analyse. Une plateforme d'analyse qui aide les entreprises à libérer la puissance de leurs produits. Alors, ça veut dire quoi en vrai? Ça veut dire que si vous êtes une société de médias, on va parler, d'un de nos clients, Canal+ ou Molotov, Fubo, vous avez besoin de comprendre les données analytiques et le comportement de vos utilisateurs en ligne. Votre produit est un produit digital et vous utilisez la data, la donnée, pour pouvoir, je dirais, améliorer les features de vos produits, faire en sorte que le produit réponde aux besoins immédiats de votre client, mais que ça soit fait aussi en fonction du parcours client que vous avez avec chaque utilisateur, chaque client. Et donc nous proposons une plateforme de données d'analyse qui permet justement d'ajuster les features des produits, de lancer de nouveaux produits, qui permet aussi aux équipes marketing de pouvoir aussi, je dirais, ajuster les cohortes et Mmh. les campagnes qu'elles font de façon synchronisée avec les éléments qui sont dans le produit. Donc, pensez expérience loguée, expérience non loguée. Et ce qui permet de créer un lien unifié de l'expérience client sur toutes les surfaces et sur toutes les plateformes. OK. Et donc du coup, par rapport à ça, toi, quand tu es arrivé, du coup, c'était quoi un petit peu le contexte et les enjeux? Alors le contexte, c'est que la catégorie en tant que telle est vraiment une catégorie qui est en train de se former. La société a été créée en 2014. J'ai demandé récemment d'ailleurs aux fondateurs, il y en a 3, Spencer Skates qui est notre CEO, Jeffrey Wang qui est l'architecte, Mmh. donc et Curtis Liu, pourquoi ils avaient créé Amplitude. C'était quoi l'origine, l'histoire d'origine? Ils m'ont tous dit: «On en avait assez d'entendre, les sociétés nous dire que, les produits ne marchaient pas et surtout des produits digitaux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de création de produits et ça s'est accéléré les 20 dernières années et quand vous parlez de création de produits, il y a tout un process, hein, de développement, donc la création, le build, hein, comme on appelle, le Mmh. shipping du produit, l'utilisation du produit et ensuite le retour, hein, l'optimisation, le feedback et cetera et on a beaucoup de travail à faire encore, pour pouvoir permettre aux entreprises d'avoir un process qui est complètement intégré et surtout qui intègre toutes les je dirais toutes les fonctions analytiques, des équipes d'une société, d'une entreprise. Et donc le contexte quand je suis arrivée, c'est, Tiffen, on est en plein essor, mais on a un petit peu de mal à positionner notre message. Mmh. Alors j'aurais demandé: «Bah, pourquoi?» Ils me dit: «Bon, on est une société, créée par des ingénieurs, et donc nous, on a tendance à aller vraiment profondément dans les détails» et ils se sont un peu perdus dans les détails, ce qui arrive, hein, Mmh. parfois. Donc ma première mission, c'était de recentrer, je dirais, le message, et surtout le positionnement d'Amplitude. Ce que j'ai fait, dans les 3 premiers mois, Mmh. on a créé, un slogan qui s'appelle «Power to your products». On a simplifié le message sur 3 axes: la donnée, les insights et la capacité d'autonomie et d'action, des entreprises. Un message très clair, un message très simple, consistant. Donc ça a été, la première chose que j'ai faite et c'est généralement la première chose que je fais quand je rentre dans une entreprise. Je regarde le message
et je vais voir les équipes de vente en leur disant: «C'est clair ou c'est pas clair?» Mhm. Quand elles me disent: «Non, non, non, c'est un bazar pas possible, on on a du mal à vendre parce qu'on n'est pas clair et on sent qu'il y a, sans doute un besoin de simplifier le message», c'est ce que je fais en premier. Pourquoi? Parce que généralement, c'est la première chose qui est visible. C'est vraiment la première chose qui est visible. Donc, si la première chose qui est visible, qui fait que les gens vous définissent, vous cherchent, n'est pas clair, rien ne va être clair. Absolument Ouais. rien. Donc ça, j'ai appris ça au fil des années. Donc ça, c'était un premier cheval de bataille. Le deuxième, eh bien, comme, Amplitude est passé public, en fin 2021, c'est quand même une énorme transformation pour l'entreprise. Et là où moi j'ai vraiment un cœur de métier et puis je dirais un intérêt, une passion personnelle, professionnelle, c'est d'aider les entreprises à se structurer, à s'organiser pour, le scale comme on dit, comme, Mhm. pour grandir et pour passer de ce stade start-up à un stade entreprise. Donc c'est vraiment je dirais cette transformation qui a motivé, mon choix. Alors c'est pas simple, il y a beaucoup de choses à changer. Il faut transformer les équipes, il faut généralement apporter du leadership un peu plus senior, ce que je viens de faire. Donc là, j'ai passé beaucoup de temps ces 6 derniers mois à Ok. embaucher une équipe, très forte, très senior qui me permet, je dirais d'avoir, un relais, une délégation, une capacité de délégation et de transformation de l'équipe. Donc ça, c'était très, très important pour moi de faire ça. Et donc ça, c'est le deuxième axe que j'ai, Ouais. identifié, qui était très, très important. Le troisième, et alors pour, tous ceux qui nous écoutent et qui sont je dirais dans le digital, eh bien, c'est l'infrastructure. C'est évident que quand vous avez besoin de transformer, de grandir une entreprise, il faut avoir la tech, le tech stack, l'infrastructure qui va avec. Et généralement, c'est une infrastructure intégrée. C'est-à-dire que là, il faut travailler de façon très, très proche avec, votre chief data officer, votre CIO, vos équipes, go-to-market pour avoir vraiment je dirais une infrastructure complètement intégrée qui suit le parcours, client et qui permet en fait, au marketing d'être, je dirais un outil, profitable et sur le long terme. Donc moi, j'ai toujours eu cette vision du marketing, que le marketing doit être l'outil le plus profitable, et de croissance pour l'entreprise. Le plus profitable et un outil de long terme. Ok. Et pour faire ça, il faut absolument avoir la bonne infrastructure. Ok, ouais, donc tu as brossé trois sujets. Effectivement, le messaging, du coup, le positionnement, la structuration de l'équipe pour passer à l'échelle, on va dire, en tout cas, et puis le côté un petit peu, j'ai pas CRM, mais si, en tout cas, harmonisation de la donnée. Et Voilà. justement, quand on voit les discussions sur les enjeux de la prise de poste, bah voilà, enfin, il y a plusieurs points critiques. Il faut découvrir son marché, il faut connaître les équipes aussi, enfin, voilà, mettre en place le plan d'action. Et puis on voit souvent que les avis sont un petit peu partagés justement entre la nécessité de mettre en place des actions un petit peu long terme, comme tu l'as dit, la structuration de la donnée, la structuration de l'équipe, et puis aussi de mettre des points, on va dire, sur la scoreboard assez rapidement, d'avoir aussi des quick wins pour justifier son recrutement et sa place, quoi. Oui. C'est quoi ton point de vue sur le sujet concrètement? Comment ça s'est passé, quoi? Alors, je suis arrivée, j'ai dit à Spencer, c'est simple. Bon, le message, il est pas clair. Il faut absolument qu'on fasse ce qu'on appelle une messaging house. Donc, Mhm. c'est un message sur une slide avec un slogan, avec une description de la mission, de la vision, d'un positionnement très clair. Et ça a été le premier win. Je lui ai dit, c'est simple, Ok. si tu peux pas mettre ça sur un t-shirt, tu peux pas le vendre. Donc j'ai toujours cette règle du t-shirt que j'ai apprise quand j'étais à SAP, qui est d'ailleurs Mhm. une boîte formidable pour le messaging et le positioning. L'avantage de commencer là-dessus, quand quelqu'un rentre, c'est que c'est un accélérateur de compréhension de marché. Pourquoi? Parce que généralement, quand on fait cet exercice de positioning, de messaging, de brand messaging, quand on le fait bien, on le fait avec des agences, évidemment, mais on le fait aussi avec les clients, les analystes, les équipes ventes. Donc moi, j'ai vraiment une approche
fédérante. Mhm. Je le fais pas dans une pièce fermée avec le CEO. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout de suite à Spencer. Je lui ai dit ça, je n'opère pas comme ça avec que les membres du board et du leadership. Je fais l'inverse. Je fais ce qu'on appelle du bottom-up. Je vais voir, je leur demande de me donner une équipe de gens dont ils ont confiance, et c'est souvent une équipe avec des experts produits, des experts clients, des experts ventes, Mhm. marketing évidemment. Et surtout, je passe mon temps à parler aux clients et aux analystes. Donc, le but, c'est d'avoir une vue beaucoup plus englobante, plus globale, de ne pas rester justement dans ce risque d'être tout seul enfermé avec une vue un petit peu limitée. Donc, on a passé 3 mois, c'était très intense, à parler avec beaucoup de clients, beaucoup d'analystes. On a aussi, quand on a commencé à faire le messaging, on a demandé le feedback aux clients Mhm. directement. Donc ça, c'était génial. Et ça permet justement d'apprendre en accéléré le marché. Parce que évidemment, dans cette phase de découverte, vous avez accès, je dirais, à tout ce qui marche et tout ce qui marche pas. Ouais. Donc ça, c'était bien. Et puis l'avis des analystes est aussi clé. Ok. Donc voilà, Mhm. ça, c'était un premier win et j'avais une deadline qui était très précise. On avait un kick-off interne début janvier. Il fallait présenter la tagline et le message en face de toute la société. Donc, tu imagines bien que c'était très important. Et ça, Ouais. c'était un win, un très beau win. Mais c'était aussi extrêmement nécessaire pour la société. Vous avez vu l'impact aussi du coup dans le process commercial parce que souvent quand on travaille du coup ces messages-là, ce positionnement, enfin c'est vraiment ça peut avoir enfin, c'est censé avoir en tout cas un gros impact. Tu l'as dit, si les ventes en plus avaient du mal à vendre parce que c'était pas très clair, le fait de clarifier, de simplifier, ça. Alors l'impact, évidemment, moi je l'ai vu en interne une première fois parce que bon, le test ultime, c'est vous le lancez, est-ce que les équipes vont aimer? Et si les vendeurs vous disent ah non, non, on n'aime pas, alors là, vraiment, ça Ouais. se passe pas bien. Et puis là, ça a été plutôt très positif. Donc le premier impact, c'est de les voir utiliser le messaging, le slogan. Le deuxième impact, c'est eux qui reviennent vers nous pour nous demander plus. Est-ce que tu peux nous faire un deck? Est-ce que tu peux refaire le branding dans les bureaux? Est-ce que tu peux faire plus? Est-ce que tu peux creuser, certains aspects du messaging? Ça, pour moi, je le prends pour un signe Hmm. qu'ils ils en veulent plus. Ils se Donc, l'approprient, ouais. le deuxième win pour moi, ça a été d'embaucher une responsable produit marketing qui est une des meilleures sur le marché elle a travaillé pour VMware pendant des années. Elle est excellente. Ça, c'était un win de pouvoir, l'inviter à nous rejoindre dans notre équipe. Et son travail, ça va être de transformer ce messaging au niveau produit et au niveau des use cases qu'elle va mettre en place. Donc ça, c'est en cours. Ok. Ça marche. Donc ça, c'était effectivement, tu l'as dit, donc premier point, un gros point messaging. Et maintenant que tu as passé un petit peu cette période de lancement et ces 3 premiers mois intenses, donc tu as dit, tu structures aussi l'équipe et puis la collecte de la donnée, en tout cas pour sur l'ensemble du parcours client. C'est quoi tes priorités du coup pour la suite? C'est quoi un petit peu les sujets sur lesquels vous misez pour 2023? Oui. Alors, je dirais que la priorité numéro un pour nous et qui reste toujours la priorité, qui m'incombe en tant que CMO dans mon domaine, hein, B2B, c'est le pipeline. Ça Ok. changera jamais. Je suis pas Ouais. certaine que ça change, mais c'est quand même très, très important. C'est-à-dire qu'au-delà des wins en termes de nouveautés, donc d'apporter un slogan, un messaging, c'est nouveau. Il y a toute la mécanique du pipeline et du revenu qui est quand même, extrêmement importante. Et donc ça, j'y ai énormément travaillé pendant les 6 derniers mois et c'est complexe parce que moi, j'arrive avec une vision assez particulière sans doute pour le développement de cette entreprise, mais qui au final, je pense, est importante. C'est une vision intégrée, heu, de ce qu'on appelle la demande, hein, le demand Mhm. generation. Donc l'une des premières choses que j'ai faites, c'est vraiment d'éduquer les équipes, avec cette vision intégrée du pipeline. Je leur ai dit: «Moi, les leads, les MQL comme on en parle, ça m'intéresse pas. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, Le revenu, quoi. le chiffre». Mhm. Donc j'ai commencé par changer les métriques
Et les objectifs pour l'équipe marketing, on est passé directement au S2. Donc là, on a vraiment je dirais une reconnaissance, une accountability sur le chiffre Mhm. et évidemment le revenu annuel. Donc ça, c'était très très important. Et ça a immédiatement changé la donne parce que du coup, on est obligé de travailler de façon très proche avec les équipes pre-sales, les équipes téléventes, les équipes ventes. Et là, on a vu un essor au niveau du pipeline qui était important. Et Mhm. après, le but, c'est de travailler sur les conversions. Et ça, les conversions, ça reste un sujet très important. Euh, et je dirais que le pipeline, c'est le langage du go-to-market. C'est le seul langage que les ventes vont comprendre et qui permet d'unifier, je dirais, l'exécution, le planning et l'exécution des programmes et des activités avec, enfin, je dirais, entre le marketing et les équipes ventes. D'ailleurs, là, je suis à Paris et Mhm. je le vois de mes propres yeux, je vois l'effort, je vois l'impact de cette stratégie intégrée qui a toujours été mon cheval de bataille depuis des années et qui marche à chaque fois. Alors, ça marche, mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut changer les mindsets. Il y a beaucoup de silos dans les entreprises. Et c'est un Ouais. des gros problèmes. Et d'ailleurs, quand on parle de la relation produit-marketing, ça, c'est un énorme silo aussi. Donc, ça prend du temps et ça passe par une conviction. Et ça passe par une répétition du message jusqu'à temps que les équipes comprennent et voient l'impact. Et le fait de changer les métriques là, du coup, sur lesquelles vous regardez, d'être beaucoup plus focus sur le pipeline, comme tu l'as dit. Tu as dit donc ça a changé les mindsets et ça a changé aussi votre façon de travailler. Concrètement, en gros, c'est sur quoi est-ce que ça a bougé? C'est quoi du coup plutôt qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que ça a changé dans vos pratiques? Alors déjà, ce qui a changé dans les pratiques, c'est j'ai mis des objectifs pour absolument toutes les équipes. Ce sont des objectifs chiffrés. Moi, j'ai une Ok. règle, si on peut pas mesurer, on ne fait pas. Mhm. Donc, on chiffre le brand, on chiffre évidemment le top of funnel, hein, tout ce qui est web, tout ce qui est trafic. On chiffre tout ce qui est PR, médias. Mhm. On chiffre toutes les activités du funnel, absolument toutes. Et on chiffre aussi le contenu. Donc, l'idée, c'est que toutes les équipes soient quantifiables et quantifiées avec des objectifs et des targets. Ça leur donne un sens ça leur donne, je dirais, un sens de direction. Ils se Mhm. sentent aussi impliqués dans l'objectif principal, qui est de faire du revenu, évidemment. Mhm. Ça permet de les focuser et ça leur donne un sens aussi personnel d'apporter de la valeur. Le pire que vous pouvez avoir pour une équipe, c'est s'il n'y a pas de target, s'il n'y a pas de data, leur travail n'est pas visible, leur impact n'est pas visible. Donc ça, moi, j'ai Ouais. changé drastiquement et toutes les équipes sont connectées. Donc on a mis en place beaucoup de reporting, hein, beaucoup de structures, énormément de tracking, de monitoring des équipes. Et les équipes maintenant ont un objectif en commun, donc tout le monde s'y fait. Donc ça, c'est du concret. On a Mhm. vraiment mis en place des programmes de ce type. Après, dans la pratique des programmes, une des choses dont je suis vraiment fière, c'est la capacité je dirais, connecter le top of funnel avec le milieu du funnel. Alors ça, c'est super dur à faire. Généralement, ça prend du temps. Il faut faire des programmes spécifiques, mais il faut surtout ce qu'on appelle le handshake, hein, entre les équipes télémarketing, les équipes vente et les équipes marketing. Euh, il faut pouvoir synchroniser ce qu'on appelle les touch points, les signaux Mhm. et les touch points. Et donc ça, on a mis ça en place. Une application concrète que j'ai faite, c'est moi j'ai une équipe leadership évidemment avec des direct reports, mais j'ai étendu mon équipe leadership. J'ai inclus les téléventes, l'enablement, donc la personne qui est en charge de tous les programmes de training, Ouais. IT, évidemment les ressources humaines, finance. Donc moi, mon équipe, je me suis créé un board, en fait. Ok. Toutes les semaines, on se regroupe. Ils n'ont pas besoin d'être mes direct reports, mais ils font Mhm. partie de mon équipe. Et ils se sentent impliqués. Quand je fais un QBR, quand je fais un off-site, ils sont présents. Ok. Et ça c'est hyper important pour moi parce que ça donne une vue panoramique et ça leur permet d'être complètement synchronisés les uns et les autres. On a l'aspect budget, donc ça c'est extrêmement important. On a l'aspect euh, employé, personne.
développement, Mmh. on a l'aspect infrastructure, on a l'aspect follow-up télé, on a l'aspect équipement du field, et évidemment, on a l'aspect de la demande, du contenu, du média. Ils travaillent tous en équipe. Ouais, OK, donc tu l'as dit effectivement, briser les silos, réorganiser un petit peu, enfin, mettre des targets à tout le monde, en tout cas un objectif commun aussi et quantifier un petit peu ce que doit produire chaque équipe. Donc tu as parlé pas mal du coup de ce que tu avais mis en place et des bonnes pratiques. Les sujets qui te posent problème, j'allais dire, si tu devais en brosser 3, c'est quoi tes 3 plus grosses problématiques du coup du moment? PLG, on est en train de mettre en place notre propre engine de PLG, donc tout ce qui est, et on est en train de revoir notre pricing, notre packaging. Alors ça prend beaucoup de temps puisque c'est quand Ouais, même une transformation aussi culturelle pour la société. Donc ça, c'est une priorité pour notre compagnie. C'est un sujet difficile, passionnant, nouveau, à prendre du temps. Il faut bien le faire en plus. Alors, il y a toujours, je dirais, ce challenge. Les gens veulent la réponse tout de suite, ouais, immédiatement. Et en fait, c'est le parfait exemple de ce qu'on doit faire lentement pour aller rapidement. ouais, Tu vois, dans le futur, il faut bien le faire. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous, qui est très, très important. Le deuxième, c'est le développement des use cases. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Je ne pense pas qu'Amplitude avait vraiment cet aspect. On est très, très feature, mmh, très centré sur les features. Et maintenant, on est en train de basculer complètement sur les expériences et les cas utilisateurs. Donc ça, c'est un deuxième sujet qui est extrêmement, extrêmement important. Le troisième, c'est les partnerships. Donc tout ce qui est OK, partenariat, pour nous, c'est critique. C'est très, très important. Partenariat technologique, partenariat consulting, revente. Donc, on est en train de développer une stratégie de partenariat qui est importante. On a fait des investissements assez conséquents. On travaille beaucoup avec Snowflake, AWS, Amazon, Braze, qui est aussi un partenaire très, très important pour nous, en raison, je dirais, de l'importance des canaux de distribution et d'action marketing et l'impact que ça a avec les insights. Donc ça, c'est très, très important. Mais ça, c'est l'exemple de quelques partenaires clés pour nous. Mais évidemment, on voudrait bien s'étendre et travailler avec des partenaires spécifiques dans chaque région. OK, super intéressant. Écoute, merci beaucoup pour tout ton partage d'expérience et tous ces enseignements. Si on devait résumer notre échange, s'il y avait un conseil que tu voudrais mettre en avant pour un marketeur, un CMO qui va prendre son poste, ce serait quoi? De rencontrer les clients le plus vite possible. Mais vraiment. Ça, c'est une chose qui est souvent très dure à faire. Moi, la première, hein, on est un petit peu happé dans ce que j'appelle le plumbing, la plomberie du marketing. Mmh, C'est souvent le cas, hein, les 6 premiers mois, on doit vraiment refixer toute l'infrastructure, toute la structure marketing. Mais il ne faut pas perdre pied, il faut pas perdre pied avec la réalité du marché. Ça, c'est très important et c'est souvent l'équilibre délicat à trouver. Il faut absolument rencontrer les clients le plus vite possible. C'est un accélérateur, pour tout, finalement. Et ça permet aussi d'ancrer, les équipes, d'ancrer le leader dans la réalité, d'entendre, les choses telles qu'elles sont. Et je trouve que c'est formidable de pouvoir rencontrer les clients. carrément. Bah, écoute, je te rejoins à 100. Bah, écoute, encore une fois, merci pour tout ça. Merci d'être venu sur le podcast. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver, je sais pas, sur LinkedIn peut-être, Oui, absolument. Tiffen Danoquan, vous pouvez me trouver, m'envoyer des messages, je serai ravie de pouvoir, répondre à vos questions. Top. Bah, écoute, encore une fois, merci beaucoup et donc, notre interview, en tout cas, touche à sa fin. Il me reste à te souhaiter une bonne journée. Merci Axel. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.